et Zabak. Tu es contente que je sois venue chez toi? Oui, oui. Merci, papy. Eh oui, papy en italien se dit nonno. Bah oui, non, non. Ah, papy, c'est quand t'es venu en France? Mais en France, je suis venu le 5-28. Et après, j'ai commencé à travailler à la sidérurgie. Bon. Aussi, t'as été à l'usine, là. C'est de Usinor. À Usinor, oui, à Lunglaville. Voilà. J'ai commencé à Usinor, à Lunglaville. Ouais. Et j'ai travaillé tout le temps à Usinor, Tu juste à faisais la quoi, retraite. papy, là? Mais j'étais machiniste. Ouais. Machiniste, j'avais des petites machines manettes, puis je déplaçais des cornières, des poutrelles, des billets, ça s'appelait, pour faire les travaux, pour faire des maisons. C'est la ferraille, beaucoup de ferraille et tout ça. À l'Italie, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Hein. C'était juste après la guerre. Hein. Ouais. Alors, et après... Tu te rappelles un peu ce que tu faisais? Oui, je faisais la campagne. Ouais. Je travaillais Dans la les terre. champs, tout Voilà, on faisait la terre. Ouais. Il y avait la vigne, les olives, les amandes. Il y avait... On vivait avec ça. Et quand t'es venu, est-ce qu'il y avait des autres gens aussi? Oui, je travaillais avec les Portugais, Voilà. les Africains de toutes les races. Hein. On s'entendait bien. Parce que là, mais des fois, on n'arrivait pas bien à discuter. Ouais, bah parce oui, que moi, la j'étais langue. italien. Ouais. Et les premières années, on ne parlait pas bien français. bah. Hein. On parlait comme ça. Mais après, ça a été. Toi, tu disais que t'as appris le français, c'est grâce à quand tu regardais le journal, et Voilà, aussi c'est le ça. travail. Quand Le même. journal, la télévision et tout ça. Et doucement, ça est venu. Hein. Voilà. Mamie, est-ce que tu t'es mariée en France ou en Italie? Mi sono mariée all'Italie Et et après sono venuta en France. Et toi, t'aurais voulu retourner en Italie? Ah, mais moi, Je l'ai porté en France. moi, Un mois après, 2 mois après, et tout le temps disait retourner à l'Italie. quand je suis arrivée, già si trouvait que le brouillard, que ça ne veut pas la personne à côté, Ah, en Italie, vous êtes que déjà, moi, je me suis sentie triste, voilà. Alors, c'est ça que je voulais retourner à l'Italie. Il va C'est à quel âge que t'es travailler. venue en France? 27 ans. 27 ans, ça m'a marié à 27 ans, la belle. Mais après, aussi le fait que tu ne saches pas bien parler le français, ça t'a pas non plus poussé à aller chercher du travail. Ça, tu le disais aussi. Oui, hein? Et toi, maman, pourquoi toi, t'as un nom français? Bah, en fait, mamie, au départ, elle voulait pas m'appeler Marie-Christine, elle voulait m'appeler Maria Cinzia. Et ensuite, bah voilà, elle a hésité. Et puis elle aimait bien aussi Marie-Christine. Mais Marie-Christine, on peut aussi, il se dit aussi en italien Maria Oui, Christine. mais bon, c'est quand même... Voilà, et elle a préféré Marie-Christine. Voilà. Je l'ai fait tous les 3 français. Parce que moi, l'opinion de moi, je ne retournais plus à l'Italie. J'avais décidé de rester en France, de mourir en France, parce que la France... Est-ce que t'as pas regretté un jour de pas retourner en Italie quand t'étais en J'ai retourné retraite? à l'Italie en vacances. Mais pour rester définitivement, j'ai dit non, parce qu'il n'y a plus personne. Surtout le pays, là, c'est 3000 habitants, et maintenant il y a 300 personnes. Tout le monde est mort, qui est parti au Canada, qui est à droite, à gauche. Alors j'ai dit, de toute façon, on va à l'Italie ou Bah ouais, on c'est reste ça, en y a plus France. personne. Parce que la France m'a donné tout, m'a donné à manger. Quelques temps plus tard, Émilie s'est rendue dans le village de sa grand-mère, dans les Abruzzes. Elle a ainsi mieux compris pourquoi elle rêvait de retourner en Italie. Elle a posé devant sa maison avec ses parents. Mais son grand-père a raison, le village est quasiment vide aujourd'hui. Difficile d'imaginer ce que c'était du temps de leur jeunesse, juste avant qu'ils ne partent en France, comme tant d'autres avant eux. Tutti, tous. Tutti va in Francia. Tutti va in Francia per lavorare. E tutti va in Francia per lavorare. Marie-Louise Antenucci collectionne photos et articles, normal quand on a l'histoire de l'immigration italienne chevillée au corps. Pour qui veut en savoir plus, rien de tel qu'un petit détour par sa bibliothèque. Jeunes gens, vous voulez venir voir une petite seconde? Oui. Venez voir, je voudrais vous montrer des petites choses concernant les
vagues d'immigration. Mais finalement, regardez, nos parents ou nos grands-parents, ils sont arrivés quand? Les années 50. Ben voilà, moi aussi, hein, moi c'était 50. On peut dire que finalement, d'après l'histoire, il y avait 3 vagues. Il y a la vague d'avant la Grande Guerre, donc d'avant 1914. Ça commence dans les années 1880-90. Puis on a quand même pas mal de monde, vous voyez, qui vient du nord, de Piémont, de Lombardie, de Vénétie. Et en fait, quand les premiers tunnels ont été creusés sous les Alpes, je pense au Mont Blanc, je pense au Simplon par exemple, ou au Saint-Gothard. Ouais. Eh bien, les ouvriers qui travaillaient dans ces chantiers-là, c'était des Lombards ou des Piémontais. Eh bien, tout naturellement, le chemin de fer a permis à ces immigrés de suivre les rails. Et ils sont arrivés donc en Lorraine, mais la Lorraine à l'époque, elle était allemande et française, puisqu'il y avait la Moselle qui était allemande. Mais par exemple, en Lorraine allemande, il y avait l'évêché de Metz, qui s'était mis en relation avec des évêchés du nord de l'Italie, par exemple Crémone, par exemple Milan. Et les évêques de chacune de ces villes s'étaient mis en rapport et ils écrivaient aux prêtres de leur paroisse pour demander s'il n'y avait pas des jeunes gens ou des hommes qui voulaient émigrer et qui voulaient aller trouver du travail dans les mines et dans les usines. Hein. Il y avait ça aussi avec l'évêché de Nancy du côté de la Lorraine française. À l'époque, les registres étaient tenus par le clergé. Ceci explique cela. Toutefois, en 1909, Monseigneur Turinaz n'hésite pas à écrire en ces termes à son homologue milanais. En général, les Italiens sont sobres pendant les jours de travail, mais le dimanche, ils s'enivrent et ils se battent entre eux. Les coups de couteau, les coups de revolver sont très fréquents. Il y a là pour la population italienne qui émigre et par un contretemps inévitable pour le peuple qui m'est confié, un très grave péril religieux, moral et social. Car ces ouvriers sont des instruments tout préparés pour la révolution et l'anarchie. À ce péril, il faut opposer sans retard les moyens les plus puissants. Et encore, elle ne fait pas référence à la nourriture italienne qui était considérée comme répugnante. Cuisiner à l'huile d'olive, une hérésie. On voit bien qu'il n'est jamais descendu, Monseigneur Turinaz, dans les mines. Il n'était pas rare que ces hommes se pissent dessus tellement ils avaient peur. Imaginez, du jour au lendemain, de paysans qui cultivent la terre à mineurs envoyés sous la terre. Plus près de Satan, sans doute. Il y a eu des grèves en 1905-1906, tout dans le PIO, et c'était des grèves qui étaient souvent provoquées par des ouvriers italiens qui se rebellaient parce qu'ils avaient des salaires absolument misérables et des conditions de vie et de travail qui l'étaient tout autant, très dures. Vous savez, aujourd'hui on parle de la sécurité sociale, mais à l'époque ça n'existait pas. Les premières sociétés de secours mutuels dans le secteur de Lorraine, c'est-à-dire allemande ou française, c'était des sociétés de secours mutuels qui étaient souvent franco-italiennes ou germano-italiennes, mais souvent de l'instigation d'ouvriers italiens qui essayaient justement de mettre en place un système qui leur permettait, avec tous les mois, un système de cotisation. D'avoir une sécurité. D'avoir une petite sécurité, exact. Et est-ce que les Italiens ont bien été accueillis par les Français quand ils sont arrivés ? Une immigration qui arrive comme ça, qui est pauvre, qui est pas toujours... qui n'a pas de bien, en fait. Elle est mal accueillie dans le sens où elle est vraiment plus pauvre encore que les populations locales qui arrivent, et puis ça évolue avec le temps. Mais ça ne veut pas dire que les dernières générations qui sont arrivées ont eu un meilleur sort que celles qui étaient là 20 ou 30 ans avant. Hein. Parce que là aussi, moi j'ai retrouvé des témoignages où il y avait des Piémontais ou des Lombards qui tenaient des pensions après 45-50 et qui, vis-à-vis des gens du sud de l'Italie, se comportaient pire que certains Français. Il y avait ça aussi. Hein. Les années 50, l'après-guerre. Il faut reconstruire le pays. Les Italiens sont de nouveau les bienvenus. Les adolescents d'aujourd'hui sont les descendants de ce troisième flux migratoire. Moi, je suis née en 1951 en Italie du Sud et je suis venue en France, j'avais 8 ans. Quand je suis arrivée à l'école, je ne comprenais rien. Évidemment, je ne pouvais pas avoir des bonnes notes. Et à l'époque, la maîtresse distribuait des bons points. Vous savez, c'était un petit papier avec un petit tampon. Et quand on avait 10 bons points, on avait une image. Et après, on avait un petit carnet où on collait les images. Donc, c'était extraordinaire. Et alors moi, ça va vous sembler ridicule, mais je rêvais d'avoir des bons points.
Et alors quand la maîtresse passait, qu'elle soulignait toutes les fautes, pas de bons points, c'était terrible. C'était terrible pour moi. Et alors, naturellement, je passais mes journées à pleurer et les autres élèves, évidemment, se moquaient de moi. Et déjà, de la part des petits camarades, c'était difficile, mais de la part des adultes, il y avait des remarques et des comportements qui étaient totalement insupportables. Et celui dont je me souviens le plus, c'est la visite médicale. Il y a une infirmière qui est venue pour nous peser et nous mesurer. Et à un moment, elle m'a dit « recule ». Elle voulait sans doute me mesurer contre le mur, mais moi, je n'ai pas compris et j'ai avancé. Et là, elle m'a retournée et je me suis pris un coup de pied dans le derrière qui me fait toujours mal aujourd'hui. C'est vraiment terrible pour un enfant. Et donc, à partir de là, j'ai dit à mon père, je ne vais plus à l'école. Donc, il a pris les choses en main, il est allé voir la directrice, on m'a mise en CP. Mais là, je suis tombée sur une maîtresse qui a su ce qu'il fallait faire, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle a compris que je n'avais pas besoin d'apprendre à lire et écrire, puisque j'écrivais, je lisais en italien, mais elle a trouvé un moyen de m'apprendre le français. Elle venait tous les matins avec un sac rempli d'objets et elle donnait des exercices aux autres enfants et moi, elle me faisait travailler. Alors, elle me montrait les objets, elle me disait comment ça s'appelait, elle me faisait faire des phrases et c'était donc vers fin septembre, cette histoire-là, bien à la Toussaint, je me souviens que je parlais et je comprenais couramment le français. J'avais eu des tas de problèmes avant avec mes camarades qui vérifiaient le matin si j'étais propre, qui soulevaient la jupe pour aller voir si la culotte était propre, qui regardaient les ongles, enfin c'était horrible. Et le jour où j'ai parlé correctement le français, tous les problèmes se sont atténués. Donc c'est vraiment pour l'intégration, je pense que le langage, c'est vraiment très très important. Villerue, c'était le terminus. On aurait cru que le voyage ne finirait jamais. Il y avait partout des bois. Et puis, il pleuvait. On se disait qu'on était arrivé al paese dei lupi, au pays des loups. Parce que pour nous, seulement les loups pouvaient habiter dans un endroit pareil. L'arrière-grand-mère de Célia a 89 ans, toutes ses dents et du tempérament. Il faut dire qu'elle en a eu besoin. Être amoureuse d'un Italien quand on est girondine durant la Seconde Guerre mondiale, on peut rêver plus simple. Moi, c'est ma mère, hein, quand elle a su que c'était un Italien, elle me s'est attrapée une volée. Hein. Une belle raclée, hein, même. Hein. Je vais te sortir, moi, celui-là, tiens de derrière. D'accord, donc... Ah, oui. Ma mère, elle ne le voulait pas. Hein. Oh là là, elle dit, oh, les Italiens, les fiches la volaient à leur femme, et c'est là, et des... Il dit, son père, il dit, il faut que tu remontes. Il dit, ici dans la mine, on a besoin de mineurs, il faut que tu remontes. Alors nous voilà partis. Alors là aussi, moi je m'en vais, je laisse toute ma famille là-haut. C'est dur d'arriver dans un coin qu'on ne connaît pas. Déjà ça, hein. On arrive là, ça, c'était dur. Hein. Surtout que lui m'avait dit, tu vas là-bas dans l'Est, tu verras là-bas. Je le vois encore. Tu verras là-bas. Il dit, les femmes là-bas ne travaillent pas. C'est vraiment bien. Moi, je me suis fait des châteaux en Espagne et je me suis dit, quand je suis arrivée ici, là, t'es en dessous le viaduc, là. Quand on est arrivé là, il me dit, ben on est arrivé. Hein. Ben je dis, c'est ça, Thiel. Un coin noir, un tas de fumier où le car il avait arrêté. C'est vrai, hein, ça, que tu racontes la vérité. Hein. Moi, j'ai commencé à avoir mal au cœur, j'avais envie de pleurer. Il me dit, mais tu verras, il a dit, tu vas t'habituer. Et nous, voilà partis avec mes 3 chiffons dans la cité. Arrive dans la cité, tout le monde sur les portes qui vous regarde. Alors après, on arrive chez son père. Il me dit, je ne parle pas l'italien, je comprends. Mais quelques paroles comme ça, mais c'est tout. Mais j'avais bien compris ce qu'il lui avait dit. Il a dit, qu'est-ce que tu vas marier? Il dit, qu'est-ce que tu vas... Elle est aveugle. Parce que t'avais dit... Ben dis donc, hein. Il dit, attends, je suis pas aveugle, quoi, hein, mais oh. Puis à 14 ans, il a commencé à travailler à la mine. Hein. Et puis à 47 ans, il a été mis en retraite. Hein.
Voilà. Et puis après, on est reparti sur la Gironde, avec mon mari. Puis mon mari est décédé là-haut, voilà. Voilà, ça c'était la vie de mon mari. La vie. Je dis toujours à mes jeunes, à tous mes petits jeunes, je dis toujours que je ne voudrais pas qu'ils passent ce que moi j'ai passé. Parce qu'il faut avoir une force de caractère et supporter beaucoup de choses. Celle-là, c'est une photo du mariage de mes grands-parents paternels. Et je trouve qu'ils ont vraiment une tête d'Italien. Enfin, là, on voit mon grand-père, je sais pas, quand je me représente un Italien, c'est exactement ça, la petite moustache, le visage, les yeux. C'est pour ça que je les ai prises. Ici, c'est une photo de chasse quand mon grand-père n'était pas encore arrivé en France. Et il était en train de chasser en Italie avec des amis. Ça, c'est une photo après qu'il ait immigré. Et quand il retournait au pays, tous les ans, il faisait des fêtes, tout ça, pour son arrivée. Et ici, c'est quand il travaillait en tant que maçon. Ici, c'est à son arrivée. Mon grand-père, il logeait dans un bar où il y avait beaucoup d'Italiens. Donc tout ça, c'est des Italiens sur la photo. Voilà. Vous avez des grands-parents. Aucun d'entre vous n'a les 4 grands-parents français. De quelle origine alors? Italien. Oui. Italien et polonais. Italien complètement. Pas que des Italiens. Italien pareil. Italien aussi. Italien et portugais. Italien. Espagnol et polonais. Luxembourgeois, italien. Vous, comment est-ce que vous vous sentez dans ce qu'on appellera ce processus qui fait de vous des héritiers de l'immigration? C'est presque un honneur parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis jamais retournée dans la ville où mes grands-parents sont nés et c'est dommage parce que je connais pas ma famille entière en fait. La culture italienne, je la connais plus parce que ma grand-mère, elle est encore vivante et alors que mes grands-parents portugais, ils sont morts. Du coup, j'ai eu plus l'habitude, on va dire, de la culture italienne et la culture en fait, française, je la connais pas vraiment. Si je vous dis le mot rital, ça vous provoque quoi en vous? Pour moi, c'est une insulte, parce que quand les premiers immigrants italiens qui sont venus en France, ils étaient appelés rital, donc c'est comme s'ils étaient rejetés, quoi. Enfin, on leur avait mis une étiquette, voilà, rital, donc voilà. C'est stigmatisant. C'est stigmatisant, quoi. Qui parmi vous connaît la définition du mot rital? La définition au mot, c'est résident italien. Voilà. Donc pourquoi rital? Pour vous, vous trouvez que ça choque, mais en même temps, vous pouvez le dire, vous le dites à tout le temps, tiens, on va manger chez le rital. Ah mes parents, c'est des ritos, des ritals, des chacos, des chacals, comme dans le film. Voilà, chaco, chacal. Mais pourquoi est-ce que, quand je vous dis un autre terme très péjoratif, qui lui est vraiment péjoratif, bougnoul, là, vous trouvez que c'est choquant presque. Rital, bon, vous trouvez que c'est pas bien, mais un autre mot comme... bon. Alors la différence entre un rital et un bougnoul, c'est quoi? Rital, avec le temps, ça a dû passer parce que les immigrés, ils se sont fondus dans la masse, quoi. Mais maintenant, c'est plus l'immigration des Arabes, quoi. Donc maintenant, c'est ça qui choque plus. Avant, c'était Rital qui choquait. Mais si tu regardes la vérité historique, les Arabes arrivent depuis quand en France? Depuis 1830. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est colonisée par la France en 1830. Ils étaient français, ce qui veut dire que quand on dit que les Arabes ils sont moins sur le territoire français que les Italiens, c'est faux. Donc c'est pas une question de temps. Et jusqu'aux années 80, être italien, c'était pas bon. On se faisait traiter de macaroni, de Saint-Rital. Et avec des copains qui étaient français, mais qui étaient d'origine italienne, on se faisait passer pour des Corses. Aujourd'hui, ce sont les jeunes d'origine maghrébine qui italianisent leur nom et leur prénom. C'est une stratégie de la part des individus qui, pour pouvoir se placer dans la société, si tu as un nom qui est de consonance algérienne, marocaine, tu ne trouveras pas de travail. Par contre, si tu francises ou si tu italianises ton nom, ça passera beaucoup mieux. Scoppa. Voilà un jeu de cartes italien qui a marqué la Lorraine, étant donné que quasiment tous les Italiens y jouaient, souvent dans les bars. Ça reste un jeu populaire, y compris pour les ados. Aujourd'hui, il joue avec Lido Bertinotti,
dont les parents sont arrivés en 1908. Lui a vécu toute son enfance à Hayange, dans le café familial. Et vous savez, le café, c'est un métier très très dur. J'ai vu des jeunes venir se réfugier au café et considérer ma mère comme leur mère. Je me souviendrai toujours, je tenais le comptoir, tout d'un coup arrive un monsieur qui me dit « Tes parents sont là ?» Non, je dis « Ma mère est allée au Vêpres et mon père est allé se reposer. » Il dit « Je viens de recevoir un télégramme, ma mère est morte. Il faut que je parte en Italie et je te donne mon enveloppe. » Il a mis là tout l'argent qu'il avait. Quand je viendrai le chercher. Alors, mon père se lève, il descend, je lui dis, écoute, voir, regarde dans le tiroir, il y a une enveloppe avec de l'argent. Qui c'est? Ben, je dis, je sais qu'il habite à la cantine, qu'il vient toujours boire un café, il se met là, mais le nom, je n'ai jamais su. 15 jours après, il est venu, il a retouché son argent, sans problème. Quand vos parents sont venus ici en France, est-ce que l'intégration s'est faite facilement ou pas? Vous savez, actuellement, je le dis à certains Arabes, ce que les Arabes subissent actuellement, les Italiens l'ont subi aussi. En fait, est-ce que vous pensez que même pour les Maghrébins, est-ce qu'il y a une intégration aussi? Il y a une intégration possible, mais le problème est 2 fois différent. Premièrement, les Italiens ont à peu près une même culture que les Français. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que les Algériens, on les a pris par le bout du nez. À un moment donné, on a dit « on a besoin de vous, venez vous faire casser la figure, etc. » Et puis on a dit « on va vous faire français », que personne n'avait rien demandé. Moi, j'essaye de me mettre à la place d'un fils algérien. Je me dis, mon père a tramé dur, etc. Et puis, je ne suis pas considéré. Quelles sont les étapes qui ont marqué la réussite de l'intégration italienne en Lorraine? Si vous voulez, les étapes, c'est quand vous voyez que des contremaîtres, des chefs porions, des ingénieurs sont issus de l'immigration. L'intégration, c'est aussi lorsqu'un étranger devient un élu, le maire d'une commune par exemple. Ce fut le cas du père d'Aurélie Filippetti. Et heureusement, lors de sa nomination, il n'est venu à l'esprit de personne de dire « Oh là, la fille d'un immigré italien ministre de la Culture !» Il aura fallu un bon siècle pour que cette intégration réussisse, mais bon, c'est le résultat qui compte. Toutefois, combien d'enfants d'Asiatiques, de Noirs, d'Arabes peut-on compter dans les hautes sphères? Les choses avancent, certes, mais il reste encore du chemin à parcourir. On peut aussi s'intégrer par les arts ou le sport. Aldo, italien et père de Michel Platini, a encouragé son rejeton dans sa carrière. Certes, lorsqu'il arrive à la Juventus de Turin, Platini demande un contrat en anglais car il ne connaît pas l'italien, mais personne n'est parfait. Il va brûler les étapes pour devenir en 5 ans le leader d'une nouvelle génération de footballeurs où le sérieux et le sourire font bon ménage. Les groupes, comment on dit faire voir? Autant le dire tout net, Émilie est du genre sujette au trac. Alors plutôt que de ramer comme ses copains sur des textes d'auteurs qu'elle devrait jouer en public, elle a choisi d'écrire elle-même une pièce de théâtre et s'est donné, tant qu'à faire, le rôle principal. Le tout sous le regard de Maria Bugemadi, qui lui enseigne la littérature italienne et le théâtre. Posa la gru, ti dà fastidio. En fait, j'ai inventé l'histoire d'une fille française qui fait des études de journalisme en France. Et en fait, elle va en Sicile. J'ai imaginé, parce que pour que ça soit drôle, sinon ça aurait été nul, les stéréotypes italiens.
Alors le père qui adore le foot, la mère qui fait la cuisine, bon voilà. Et puis après j'ai rajouté aussi des choses comme avec, je voulais faire une scène avec Berlusconi, j'ai le droit de le dire. Alors, la signorina... Monsieur le Président, je peux vous poser quelques questions? Mais bien sûr, ma petite. Ah, la Chiastar et la crise. Laisse tomber la crise économique. Viens par là. Mais que faites-vous? Eh, du calme. Je suis Lusco Bello, le président. Le président, Peut-être, mais décidément, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Adieu. Si c'est comme ça, je me remets à la politique. Mais c'est vrai que je trouve que c'était drôle et puis en fait je voulais aussi faire par rapport à notre Berlusconi en France, que c'est DSK. Voilà, et donc je voulais faire aussi ça, je trouvais que c'était drôle et tout, voilà, c'est tout. Allora, vi devo raccontare qualcosa. Pour cette première, durant laquelle Émilie a bien failli avoir une attaque cardiaque, le public est constitué de Siciliens. Ce sont les correspondants venus passer une semaine à Longwy. Ah, i giovani di oggi danno il più rispetto per la gente. Celle qui applaudit Émilie, c'est Christiana, sa correspondante. Pourquoi doit-on parler de la ville de Gênes? Bonne question. Eh bien, Vauban s'est inspiré des fortifications de Gênes, Genova en italien, inventées un siècle plus tôt pour concevoir celle de Longwy. Donc finalement, le lien France-Italie ici, à Longwy, il est déjà présent, pas seulement avec l'immigration, mais aussi par l'architecture. Amédée de Carenza, c'est le père fondateur des émaux. Les émaux? Eh bien, sans l'italien Amédée de Carenza, il n'existerait pas. Il a mis au point la technique en revenant de son séjour au Japon. Certains disent que c'est une légende, mais vous savez comment sont les qui a gens. permis que l'on adapte la technique japonaise pour les fameux émaux de Longwy. Et poi, bruciando questo altoforno, si poteva trasformare Pour celles et ceux qui auraient du mal avec l'italien, Marie-Louise Antenucci explique aux correspondants siciliens que ce haut fourneau transforme la minette de Lorraine en fonte, qui se dit fontere en italien. Dans notre zone de la vallée de la Fench, de la vallée de l'Orne, de la Moselle, deux ingénieurs anglais, Thomas et Gilles Christ, ont, à la fin du XIXe siècle, trouvé le moyen de séparer le phosphore du fer pour créer la minette de Lorraine. Ajoutons qu'il a fallu embaucher à tour de bras pour que les mines et les usines tournent. Et où trouver une main-d'œuvre quasi inépuisable? En Italie, pardi. hanno potuto, se volete, sfruttare la minette di Lorena. Se volete, quando venite in Lorena, Quand vous venez en Lorraine, toutes les régions d'Italie sont représentées. C'est assez exceptionnel car l'Italie conserve un lien très fort avec ses ouvriers qui sont venus à Hayange, Nancy, Metz, Villerue. a Nancy, a Metz, a Villerue, sono arrivati da tutte le regioni d'Italia. La différence entre mine de fer et mine de charbon, c'est que dans le charbon, il y a le grisou. Ouh là là, molto dangerose. Hein? Et dans les mines de fer, pas de grisou. Mais les mines de fer ont tué plus d'ouvriers que les mines de charbon. Et maintenant, à la mine. Hop là. À la mine, on va à la mine. Ben bien sûr. A cominciare dalle raccolte di Natale, metà dei conti e novelle rusticane che contengono i racconti più celebri di Verga. Celebri. Celebri di Verga. Geli il Célia, c'est en italien, c'est basique. Tu me fais pas des fautes comme ça à l'oral, hein? L'esprit de Célia est ailleurs, c'est évident. Décèlerait-on chez elle un hermétisme à l'hermétisme? C'est probable.
Surtout que pendant ce temps, chez elle, sa grand-mère, sa mère et sa sœur se livrent à un rituel tout ce qu'il y a de plus italien. Oui, tous les dimanches, il fallait faire la pâte, parce qu'autrement, c'était la catastrophe à la maison. Quand nous on était jeunes, on faisait quand on faisait les capellettes à la maison, c'était toute une organisation avec mon père, parce que lui, il fallait qu'on travaille vite. Il ne fallait pas faire sécher la pâte. Et surtout, toutes les capellettes pareilles, c'était vraiment un vrai jour d'armes. C'était toujours sur les nerfs qu'on faisait les capellettes avec mon père, parce qu'il régentait tout. Oh, nous non, hein, nous on rigole, on discute. Ça va mieux, alors pour faire les capellettes, on fait un petit carré, on le plie en biais et on tourne. Et voilà les petits chapeaux. Puis les capellettes, c'était avant on les faisait surtout à Pâques, au moment des fêtes. Quand moi j'étais gosse, hein, maintenant ça s'est démocratisé, on fait des capellettes n'importe quand. Parce que c'était quand même un mets de luxe, parce qu'il y avait 3 viandes, parce que... Je parle quand j'étais gosse, hein, je parle pas maintenant. Hein. Toi, là, ils sentent bon, Valérie, parce que toi, la viande, elle était sortie un petit peu, et maintenant, ça fond un peu le... On sent bien le citron qui se dégage, tu vois, hein? Tu sens? Oui, je sens, oui. Alors ici, nous sommes dans la rue Garibaldi, c'est une des plus vieilles rues de Villerue, elle date du début du XXe siècle, et cette rue, elle est un peu particulière parce que c'est vraiment la rue qui fait le lien entre la France et l'Italie. Et finalement, c'est une forme d'hommage qui est rendue un petit peu à cette amitié franco-italienne au travers de ce personnage-là qui a aidé la France en 1870. Et c'est aussi une façon de saluer la présence des Italiens. Et en 1920, ici à Villerue, il y avait plus d'Italiens que de Français, que de Lorrains en fait. Quand on regarde les raisons qui ont poussé les gens à partir, dans 3 cas sur 4, ce sont des raisons économiques. Maintenant, la raison politique, c'est-à-dire les années 20, la montée du fascisme, l'arrivée d'une dictature, précipite aussi un certain nombre d'émigrations. Oui, à droite et à gauche. Villerue est-elle encore la petite Italie? Et vos enfants, ils pratiquent l'italien? Non. On écoute un peu, mais non, ça se perd. J'éprouve aucune fierté, disons, d'être italien et français. Ne reste-t-il que des bribes d'Italie, des fantômes? Des ombres, oui, mais projetées chaque année lors du festival du film italien de Villerue, qui depuis plus de 30 ans continue de cimenter l'unité italienne. Le festival est son film emblématique de l'histoire de la région, l'anniversaire de Thomas. Et dis-moi voir, de quelle région de la Sicile tu es? Moi je suis du centre, c'est Provincia di Enna, le pays s'appelle Calacibetta. Enna, oui. Tandis que ma mère, les origines, c'est Caltanissetta, c'est l'intérieur de la Sicile. Voilà, et pas trop loin de Agrigento, parce que c'est plus connu, où il y a des temples, il y a tout un passé d'histoire. Et j'ai un regret, je n'ai jamais parlé italien avec mes enfants. Et mes enfants ne comprennent pas l'italien. Et quand ils allaient chez ma mère qui parlait italien, il fallait que je sois à chaque fois là pour faire l'interprète. Et c'est un tort parce que c'était une langue gratuite. Et quand ils étaient tout petits, comme mon petit-fils qui est là, j'aurais dû lui parler italien et il aurait appris l'italien. Mais le sicilien, c'est quand même un patois parce qu'en Italie, il y a quand même il y a 22 dialectes. Et par exemple, un Sicilien qui parle sicilien qui s'en va à Milan, ben, ils ne vont pas le comprendre. C'est comme les Sardes, ils ont un patois. En Italie, ça se fait encore beaucoup. Vous parlez le patois? Moi, je parle le patois sicilien parce que j'ai voulu le garder. Je suis le seul dans la famille. Avec ma mère, je parlais en sicilien. Et quand il y a un client qui vient ici, qui parle sicilien, je lui parle en sicilien. Ma mère, elle aimait chanter. Et ma mère, elle chantait à Villerue quand il y avait des manifestations. Elle chantait, montait sur scène, elle chantait toutes les chansons italiennes connues, La Romagne, Marina, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous fredonner votre chanson préférée en italien? Là, vous me demandez un truc presque impossible.
chose que j'ai jamais dit, mais le dire même face à une caméra. Mais quand on est arrivé en France, j'avais honte de dire qu'on était sicilien. Parce que les Siciliens d'une époque, ils avaient une mauvaise image. Des bandits, des assassins. Le Sicilien était mal vu. Alors moi, j'ai commencé à jouer avec des Français, être français comme les autres. Et la culture sicilienne, je l'ai un peu cachée. C'est pas que je l'ai oubliée, je l'ai un peu cachée. C'est pour ça que j'ai pas tellement parlé italien avec mes enfants. Dissimuler ses origines, voilà en partie pourquoi la transmission a sauté une génération. On cherche tellement à s'intégrer, à se fondre dans le moule, que l'on peut omettre de communiquer avec ses enfants. Il est plus simple de le faire avec ses petits-enfants. Bien sûr, l'intégration passe par des allers et retours. Par exemple, le drapeau tricolore italien est inspiré du drapeau français. Le vert pour l'espoir, le blanc pour la foi, le rouge pour la charité, si l'on accorde la paternité des couleurs à Dante. Ces trois couleurs constituent également la base de la pizza marguerite de Savoie ou margherita. Pizza, biscotte, conservatoire, agrumes, graffiti, sorbet, imbroglio, mariole, arpège, banquier, grandiose. Quel rapport entre ces mots ? Eh bien, ils proviennent tous de l'italien et ont envahi la France. Faisons un pas supplémentaire vers l'intégration avec cette quiche margherita, dont le cœur bat assurément entre la Lorraine et l'Italie. J'aimerais bien avoir la double nationalité, parce que j'ai vu que mes grands-mères, elles recevaient souvent le papier pour voter en Italie. Je me suis dit que pourquoi pas moi, quoi. J'aimerais bien aussi voter en Italie, parce que je m'intéresse à la politique italienne aussi. Donc cette année en plus, il y a eu les élections, ou Beppe Grillo, ou Berlusconi, ou Bersani, ou Monti. Et donc je me disais que pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi j'aurais pas le droit de voter alors que je m'y intéresse autant qu'un Italien résidant en Italie, quoi. Même là-bas, quoi, les Italiens, ils sont un peu désabusés, mais bon, ils prennent ça un peu avec le sourire. Et donc, ils disent tout le temps, oui, regardez, en Italie, il y a 537 députés, alors que aux États-Unis, il y en a beaucoup moins, alors qu'il y a plus de population, tout ça. Et c'est vrai que là, en ce moment, en Italie, c'est pas la joie, quoi, en politique. Sébastien va aller y voir de plus près. Avec le lycée, il se rend à Ispica en Sicile, retrouver ses correspondants. N'oublions pas qu'une partie de ses racines est enfouie en Sicile. Je sais pas vous les gars, mais moi je me sens vivre. C'est exactement ce que je voulais. Et même, soleil, la plage, tout le monde le peut. Pour moi, c'est la première fois que je viens ici, c'est un rêve qui se réalise, quoi. On revient sur notre terre. On est chez nous. Voilà, on est chez nous, quoi. Toutes les personnes ici, elles sont gentilles, elles sont accueillantes. Et c'est convivial. La Sicile plaît quasiment autant à Émilie que les Abruzzes de ses grands-parents. Et retrouver Christiana est la promesse de longues parlottes. Ça te plaît de parler français? Oui, parce que quand je pense au français, je pense à Paris, qui selon moi est la ville de l'amour. Les sujets ne se concentrent pas uniquement autour de la mode et des garçons, faut pas croire. J'aime bien les Français. Alors, je pense qu'à l'école, on ne parle pas assez de politique. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Et donc les jeunes ne s'y intéressent pas. Oui. Les Italiens ont peur. Il y a la crise économique, il y a peu de travail. Nous avons plus confiance dans la politique. Donc, les politiques parlent, mais... Oui, non, mais les Italiens ne l'écoutent pas. Aujourd'hui, pour un Italien, aller travailler à l'étranger est plus facile parce que les Italiens ont une bonne réputation. Les Italiens de 50 ans arrière sont comme les immigrés africains aujourd'hui en Italie.
Je pense ainsi. Je pense que le racisme sera toujours pareil. Certainement non, parce que les rapports entre les pays vont changer. Donc je pense qu'il y aura une société plus ouverte. Je suis un peu négative. C'est dans mon tempérament. Pour moi, le futur ne sera pas beau. Être en Italie sans faire de la Vespa, impensable. Vous savez que Vespa veut dire guêpe en français? C'est à cause du bruit. Alors en un coup de guêpe, Christiana file au lycée d'Ispica pendant qu'Emilie retrouve ses copains de Longwy. Christiana prépare aussi un ESA-bac et sa prof de français s'appelle Rosella Devotti. Alors toi, tu aimerais partir à Londres? Oui. Pour faire quoi? Pour visiter le... Pour visiter, d'accord. Oui. Simplement en tant que touriste? Oui, oui, oui. Tu aimerais vivre à Londres? Oui, aussi, mais je suis liée avec... Attachée? Oui. À quoi? À mon pays. Je crois que je ferai des études de médecine. Médecine. Tu verrais entrer à la faculté de médecine, oui. d'accord. Et j'irai à l'étranger, surtout au nord de l'Europe. De l'Europe. Je voudrais aussi aller en Allemagne parce que... Toi aussi, là, il y a un groupe là, oui. qui va partir en Parce Allemagne. Hein? C'est un pays plus riche que l'Italie. Que l'Italie. C'est l'immigration contemporaine, c'est-à-dire quitter la Sicile ou l'Italie pour pouvoir réaliser quoi? Mon rêve est exactement rester en Italie et avoir des contacts avec les autres pays. Je voudrais rester ici en Italie parce que même s'il n'y a pas de travail, nous devons combattre ces situations. Si vous quittez l'Italie, la Sicile en l'occurrence, votre région, quel sera l'avenir de notre pays? Si les jeunes qui vont à l'étranger deviennent riches, ils investissent. Il faut investir en Italie nouveau pour faire renaître. Alors, l'Italie, maintenant, elle est... D'un côté, c'est une terre d'accueil, de l'autre côté, vous voulez partir pour réaliser vos rêves, puisque vous pensez qu'en Italie, vos rêves ne sont pas réalisés à la suite des problèmes économiques. Dis-moi, d'après vous, l'histoire alors, ça se répète? Le philosophe italien Giambattista Vico parlait de corsi et ricorsi, c'est-à-dire l'histoire se répète. Torneremo sulla neve coi marenghi nel taschino, torneremo a San Martino per venirti a ritrovare. Torneremo, torneremo, suonerà la banda in testa, sarà proprio una gran festa ed andremo a fare l'amore. Si beaucoup de jeunes Italiens s'expatrient, peut-on parler d'une nouvelle vague d'immigration? Et où faudra-t-il aller pour avoir un avenir meilleur? En France? Ailleurs? Difficile pour Sébastien de quitter la Sicile. D'autant que pour son premier match là-bas, c'est bien la première fois qu'il se sent français sur un terrain. Bien oui, à Villerue, il est souvent le Rital qui joue contre la France. Enfin, tant qu'il peut jouer au calcio, ça va. Comme tous ses camarades de terminale, il a eu son bac ESA-bac. Alors que faire? Aller étudier et jouer au foot en Italie? C'est ce que choisit un de ses amis. Lui préfère rester en Lorraine, faire ses études pour devenir prof d'italien. À son tour, il transmettra son amour de ce pays à ses futurs élèves. Parmi eux, certains seront italiens, mais de la 4e ou 5e génération. Toutefois, leurs racines resteront toujours aussi profondes. E tutti vai in Francia per lavorare. E tutti vai
On lui doit dans nos régions l'hymne à la Vosgienne. Fabienne Thibault est notre invitée dans Rendez-vous au Gîte dimanche. Fabienne, un extrait. C'est la dorsale blanche de la vache vosgienne, comme un trait d'horizon découpé sur le bleu de la ligne des Vosges, pour que l'on se souvienne. Fabienne Thibault, dimanche à 11h25 sur France 3. Pour des tâches difficiles, des essuie-tout ordinaires ne suffisent pas, même quand on en utilise énormément. Mais OK est différent. Il a des coussinets ultra absorbants. OK est 50% plus absorbant qu'un essuie-tout ordinaire, ainsi vous en consommez moins. OK, 50% plus absorbant pour en consommer moins. Et en ce moment, grand jeu rouleau gagnant. 1 an de course et des milliers de cadeaux à gagner. Sinon, chez Pro & Compagnie, on vous livre correctement. On met en service votre machine à laver, on pose et on règle votre antenne TV, on installe votre table de cuisson. Pro & Compagnie, le réflexe gentillesse. Un changement d'habitude peut entraîner une constipation occasionnelle. Manger équilibré, boire plus et faire de l'exercice ne suffisent pas toujours à vous soulager. Alors il y a Dulcolax. Efficace, discret. Dulcolax agit pendant la nuit pour un soulagement dès le lendemain. Le soir Dulcolax, le matin, relax. Médicament réservé à l'adulte. Découvrez la triple protection du système APS de Williams Expert. Williams protège des irritations, des coupures et du feu du rasoir. Pour un rasage plus sûr, vous pouvez compter sur le système APS de Williams Expert. Et pour une protection prolongée après le rasage, découvrez les nouveaux baumes anti-irritation Williams Expert. Plus de 100 variétés de fromages de chèvre en France, vous le saviez? Ouais. Moi, je savais pas. Les fromages de chèvre? Tout le monde dit ouais. Papa, tu peux me dire ce qu'on fait là, franchement? Il se trouve que j'ai des économies et j'aimerais bien les mettre en sécurité. Et tu peux pas faire comme tout le monde, les mettre à la banque? À la banque? Non mais t'es dingue, j'ai pas confiance. Papa, va au Crédit Mutuel. Ah, parce qu'au Crédit Mutuel, tu sais ce qu'ils en font, toi, peut-être? Bah oui, c'est une banque qui appartient à ses clients sociétaires, donc on a un droit de regard sur ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'elle est solide. En tout cas, plus solide que ça. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. I cherche my pass. Passe, clé. Oh, Pasquier! I love your pancakes, man, really. Je croyais qu'il t'a pris pour Monsieur Pasquier. Ah oui? Brioche Pasquier, parce que c'est bon. Vous êtes bien sur France 3 Lorraine. Compiègne, ville royale, puis cité impériale autrefois, lieu